Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. On vous le rappelle, c'est une semaine de coopération, c'est une semaine d'entraide mutuelle, c'est une semaine surtout de découverte entre deux peuples, à la fois les Suisses et les Roumains, ou les Roumains et les Suisses. Nous avons déjà visité un peu de la Roumanie avec nos précédents interlocuteurs, qu'ils soient des Suisses de Gland ou qu'ils soient des Suisses de Nunda. Et puis aujourd'hui, eh bien, toujours sous l'œil expert et attentif de Anna Blandiana, nous allons continuer à voir de quelle manière des Suisses se sont engagés et continuent à s'engager pour qu'entre ces pays se passent des choses positives et chaleureuses. Je vous laisse présenter nos invités, Alex. Oui, alors successivement, Guy Reifer, il était cet été en Roumanie, à Sint-Maarten, le lieu dont nous parlerons. On va le retrouver d'ailleurs dans quelques instants dans un reportage réalisé là-bas. Il est à la fois ingénieur et mérinois, et c'est à ce titre qu'il a eu cette double action. À ma gauche, Johan Balaman, il est l'un des membres de la commission des habitants de Meyrin qui s'occupe de ce projet en particulier, d'un projet dont on va vous parler tout à l'heure. Et puis à sa gauche se trouve sa présidente, Danielle Vizard, présidente donc de cette commission des habitants, qui est à l'origine de ce travail et qui le suit, qui continue à le suivre. Et puis derrière moi aussi, mais on en parlera tout à l'heure, deux autres invités qui nous rejoindront puisqu'il y aura un deuxième sujet sur un thème assez proche. Il s'agit de représentants à la fois de la Croix-Rouge et du monde de l'architecture et de l'urbanisme, parce que ce sont des gens qui ont porté à bout de bras un très gros projet d'orphelinat dans le sud-est du pays. Voilà, mais on a l'air un peu sévère comme ça, on a l'air un peu austère même. Restez avec nous parce qu'on va commencer tout simplement par une recette. On fait les choses à l'envers, n'est-ce pas, Alex? Oui, ce sont les kurtes kolacs. Je précise qu'on est là aujourd'hui dans une région qui parle hongrois. Et vous allez retrouver tout de suite Guy Reifer, puisque c'est lui qu'on attendait et pas nous. Jön majd a nyár is, visszaszáll majd a fészkére, a dalos madár. S ott elokált lesz még tavasz, eljön majd a nyár is, visszaszáll majd a fészkére, a dalos madár is. Irigyelik a faluba, hogy én hozzád jár. Hogy én minden áldott este ablakidnál állunk, s két szép szeme genderhaja az én boldogságom. Rajtad kívül nem szeretek senkit a világon. Egészséges. Ne. Egészséges. Azt kérem, most nincs. Majd jöttem ide. Cette recette, vous avez déjà goûté ça? C'est un gâteau merveilleux, ouais. Vraiment. On a l'impression, hein? Oui, c'est hongrois et allemand aussi. Les Allemands de Roumanie ont toujours Et monsieur Reifer, vous êtes l'expert, alors comment est ce gâteau? C'est excellent, et puis on a appris à le faire, et avec l'autre étudiante, quand on a fait notre travail de diplôme, en fait on l'a refait en Suisse. Je ne dis pas qu'on l'a fait aussi bien, mais je crois qu'on a appris à le faire comme il faut. Est-ce qu'on peut vous demander si vous chantez aussi quand vous le faites? En hongrois, non. Est-ce qu'on sait, Alex, ce qu'elle chante là? Anna, au secours.
Vous qui êtes la grande prêtresse des traditions, que chantent ces femmes? J'avoue que je ne comprends pas le hongrois. Je ne connais pas très bien l'hongrois, mais j'ai reconnu quelques mots. Il s'agissait des fleurs. Je ne crois pas que le chant a une liaison avec le gâteau. Tout simplement, la tradition est de chanter pendant la technologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de communes de Suisse consacrent une partie de leur budget, ça peut aller de 0,4 à 0,7, à l'aide, à la coopération, à l'entraide. C'est le cas de Meyrin, n'est-ce pas, Alex? Et on va peut-être aller voir de quelle manière à Meyrin les gens réfléchissent à un projet qui est celui que vous allez nous décrire aujourd'hui. Tout à fait, c'est un projet lié à l'adduction d'eau dans cette commune de Sint-Maarten. Mais en effet, je vous propose d'aller voir. C'est très, je dirais qu'il y a une grande différence cette fois de dimension. Hier, c'était plutôt un petit village valaisan qui s'occupait d'une grande ville en Roumanie. Aujourd'hui, c'est une grande ville. Meyrin est une grande ville genevoise, de la périphérie genevoise, qui s'occupe d'un assez petit village. Au niveau des branchements, on a essentiellement des branchements qui ont été faits dans la partie centrale du village, ce qui correspond aussi à un niveau de richesse supérieur. Les gens qui sont dans les deux branches les plus hautes, on a des maisons un peu plus pauvres. On avait remis pour les appareils de détection de conduite, ceux qui n'étaient pas mis en charge et puis qui étaient raides, qu'on a dû changer. Dans les autres coûts, il y a les coûts de vidange des fosses. Donc là, qui se font avec le matériel qui a été payé par Meyrin, donc le tracteur et la bossette. Et là, le prix a été fixé, il correspond tout à fait aux normes en vigueur, à ce qui se fait dans la région. Maintenant, on distribue de l'eau potable sur les deux branches du village, et il n'y a pas d'assainissement. Donc tous ces gens-là sont tenus de faire une fosse septique. Donc ça fait partie du contrat que Meyrin a fait avec eux. En se branchant pour l'eau potable, les gens s'engagent également à faire une fosse septique selon un modèle qui a été dessiné pour une maison de 4 personnes. Ok. C'est bon. Ah, Allez, plaisir. Alors juste peut-être un mot des réunions comme celle-là, vous en avez souvent, on sent le sérieux, l'approche, la discussion. Très régulièrement, bien sûr. En collaboration avec les ingénieurs qui ont été mandatés pour le projet, ou au sein de notre groupe, puisque nous faisons le relais entre la mairie et les travailleurs sur place. Alors ce qui est très frappant, c'est qu'on voit le modernisme de Meyrin. C'est une ville qui a une certaine allure, un certain style. Et puis, Alex, on va aller sur place, c'est un autre monde. oui, c'est un autre monde. Cap sur Sint-Maarten. Autrefois, ça s'écrivait Sint-Maarten S-I-N. Maintenant, on a changé l'orthographe du roumain. Alors, c'est S-A-N. On continue à dire Sint-Maarten. Et puis, alors, pour la production, la prononciation en hongrois, vous me pardonnerez, mais je n'y arrive toujours pas. Il va falloir une autre vie. Mais donc, à l'entrée de Sint-Maarten, lorsqu'on arrive de l'ouest, il y a un bâtiment nouveau sur lequel, en effet, figure cette mention Meyrin Sint-Maarten avec les slogans et les écussons des deux villes. Et quand on pénètre dans ce lieu, en fait, on pénètre dans le Saint des Saints, puisqu'on se trouve là au-dessus de la nappe phréatique avec des pompes qui vont chercher à plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour amener l'eau dans ce premier réservoir. C'est là que Guy Reifer se dirige. Et en fait, nous étions là en juin, c'était le tout début, c'était le premier jour du fonctionnement de ce captage, ou en tout cas de la diffusion, de la distribution de l'eau à la population. On a ouvert les vannes ce jour-là. Voilà un tuyau à haute pression qui renvoie l'eau dans le haut du village, bien sûr, et ensuite par des canalisations nouvelles qui passent sous les routes. Et bien ça arrive chez tout le L'exploit monde. technique, je ne sais pas si c'est un exploit, parce que c'est pas forcément très compliqué, mais je crois surtout que ce qui fait plaisir de voir, c'est le sourire des gens quand ils ont l'eau pour la première fois dans leur jardin.
Oui, c'est d'ailleurs suffisamment récent pour que les trous dans les jardins n'aient pas encore été rebouchés, il n'y a pas encore de plaques, et ça permet de découvrir des compteurs qui, vous le constaterez, comportent beaucoup de zéros et pas encore beaucoup de chiffres, puisque ce sont les premiers litres. Et voici le premier verre dans le jardin d'un des paysans. Alors évidemment, séance de goûtage, c'est moins bon que la palinka, c'est-à-dire que l'alcool traditionnel. Et pourtant, vous allez voir que ce monsieur qui ne boit sans doute pas que de l'eau apprécie ce verre. C'est vrai que ça va changer sa vie. Oui. Voilà. Bon. Et puis voici András Gergely, c'est le maire extrêmement dynamique de Sint Maarten. Et puis Guy Reifer, je vous laisse le soin de goûter. Je crois que c'était pas trop mal non plus. Je vous remarquerai aussi une chose, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on dénonce les petits camarades. Vous voyez, il en reprend. Mais ne dénonçant pas les petits camarades, à Sint Maarten ce jour-là, on a commencé par déguster et ensuite seulement on a fait les prélèvements pour faire les analyses. Mais rassurez-vous, elles étaient bonnes. Donc il n'y a pas eu de grandes difficultés. Les analyses qui sont faites très régulièrement. C'est vraiment un travail très professionnel et qui est fait là-bas. Alors, au fond, juste une indication, comment s'est fait le choix de ce lieu? Pourquoi cet endroit et ce type de travaux plutôt qu'ailleurs en Roumanie? Parce que nous étions parrainés avec la commune de Mera, s'était engagée à parrainer le village de Sint Maarten avant la Révolution. C'est ça. Et naturellement, après la Révolution, on a décidé d'apporter de l'aide. Et qui a décidé à un moment que ce serait plutôt ce type d'aide qu'une autre? Alors, nous sommes allés une première fois en 1990 avec les autorités mérinoises, notamment M. Portier, présent ici, conseiller administratif, qui était maire de Mera à l'époque. Et en visitant le village, la priorité a été celle-là, c'était très clair et net. Il fallait faire quelque chose améliorer les conditions sanitaires et de vie de la population, à commencer par l'eau. Et puis, il y a un maire qui est content quand même. Oui, le maire est content. Je crois que ça tient aussi beaucoup. On l'a vu dans d'autres exemples qui ont, eux, tourné à l'échec. Il faut vraiment qu'il y ait deux partenaires solides pour des opérations comme cela. Sinon, il y a des suspicions ou simplement des imprécisions. Là, c'est un travail vraiment très professionnel, vraiment très exigeant. Anna, une remarque, je crois, sur le processus. Je voulais tout simplement demander, c'est clair que c'était vous qui avez fait ça. C'était vous aussi qui avez payé tout? Non, c'est une coopération. Moitié payée par les Roumains, le gouvernement roumain, et moitié par le gouvernement suisse. La Confédération helvétique et la commune de Mera. Je suis vraiment touchée par le fait que pour moi, Sint Maarten, c'est un petit village. Je crois que j'ai entendu le nom. Mais pour vous, c'est une réalité beaucoup plus profonde que pour moi, que son roumain. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. J'étais touchée chaque jour quand je vis des personnes qui parlaient d'un petit village de Roumanie comme de quelque chose d'important de leur vie. Tandis que pour moi, c'était un petit village de Roumanie, tout simplement. Anna, je crois que c'est une donnée très, très importante dans les nouvelles formes de coopération. Très souvent, on cherche à être qu'il y ait des échanges de gens qui se connaissent très très bien. Non pas de très très grands projets, dire on s'occupe de l'ensemble de l'adduction d'eau pour la Roumanie, mais en revanche, c'est Mérin avec telle localité, c'est Gland avec telle autre localité, pour que les gens se connaissent très très bien et qu'ils puissent réellement échanger. C'est l'enthousiasme et les sentiments devenus pragmatiques qui font la chose. Je pense que c'est un petit peu chez vous, là, quand même, non? Pour moi, oui, puisque j'ai passé quand même un total de près de 6 mois, dont au moment du travail de diplôme, 3 mois et demi environ. Donc c'est presque un peu comme une deuxième famille. On est accueillis toujours au même endroit, ils nous reçoivent. Et vous connaissez quelques mots de roumain ou de hongrois? Oui. C'est hongrois plutôt là. Alors c'est, disons, à 99% magyar, donc hongrois. Quels sont les mots que vous connaissez? On a appris tous ceux qui sont liés à l'alcool dans ce pays, c'est bien clair, c'est presque obligatoire. Et puis après aussi un certain nombre de vocabulaires techniques, mais le hongrois est quand même une langue très difficile pour nous. Certes. J'ai beaucoup plus de facilité à comprendre le roumain sans grande difficulté, tandis que le hongrois c'est autre chose. Bien sûr. Oui, il faut dire 99 et des poussières, puisque sur 2500 habitants, ou même 3 ou 4000 si on compte les hameaux environnants, il n'y a que 2 personnes qui parlent originellement le roumain. Ce sont les 2 agents de police, mais à part ça, tout le monde est en effet magyar hongrois. Et puis parmi les gens qui sont très sensibles à ce qui s'est fait, évidemment, on parlait de lui tout à l'heure et on l'a vu, c'est András Gergely. On le retrouve pour donner son sentiment sur ce qui s'est passé. Je ne parle très bien en français, mais quelques mots. Je prends cette occasion inédite pour remercier pour tous les jeunes de Suisse, pour Confédération helvétique, pour
tous les habitants de Ville-Méran, Monsieur le maire de l'association d'habitants de Ville-Méran et tous notre amis qui nous aidés en ces réalisations de l'eau potable en Saint-Martin. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu le maire András Gergely. On va revenir, je pense, à ce qui s'est passé là-bas, mais je voudrais peut-être venir presque déjà à la suite, parce que ça, c'est fait, ça a coûté combien au bout du compte? On arrive à un total d'environ 1 million de francs suisses, pour donner un chiffre, qui a été financé par Mérin, par la Confédération, ce qui donne la moitié de la somme. Et pour le reste, on a l'équivalent qui a été mis par le gouvernement roumain, avec quelques difficultés, parce que pour eux, c'est un montant d'investissement qui est important. Ouais. Bon, il faut peut-être expliquer rappeler une chose. Hein. Il y a un certain nombre de communes qui s'engagent et qui disent sur notre budget, on aura de 0,4 à 0,7%. Ce n'est pas toutes les communes qui font ça. La particularité de Mérin-Saint-Martin, Mérin a parrainé le village, donc ça fait l'objet d'un budget à part d'aide humanitaire. D'accord, c'est en plus. C'est en plus. D'accord. Ouais. Oui, cela dit, quand on essaie de régler des problèmes, on en crée de nouveaux. Vous disiez tout à l'heure que les gens qui ont l'eau doivent avoir une fosse septique. C'est vrai qu'on utilise plus d'eau qu'auparavant. Et si vous voulez bien, je vous ramène à Saint-Martin avec les conséquences, car à mon avis, vous n'avez pas tout à fait terminé votre travail. Regardez, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. La fosse septique dans le village. Regardez, il y a des curieux. Il y a bien sûr ce qu'on puise habituellement dans des fosses septiques, ce qui veut dire que le camion de la commune, la citerne, va emmener ces eaux usées qui sont désormais plus nombreuses, en plus grande quantité. Elle va les emmener pour l'instant en pleine nature, mais c'est vrai qu'un jour, il va bien sûr falloir commencer à envisager une station d'épuration. Et puis ce n'est pas tout, le tracteur communal a aussi une autre activité, le ramassage hebdomadaire des poubelles, et ça ne se fait pas non plus dans tous les villages. Simplement là, on est dans un village qui petit à petit décolle économiquement. Alors les poubelles ramassent encore bien sûr ce qu'on trouve dans les cours, comme c'est le cas ici dans une ferme traditionnelle, mais ils ramassent aussi, les ramasseurs de poubelles de la commune ramassent aussi quelques-uns des objets auxquels nous sommes, nous, habitués à l'ouest, mais qui ne sont pas très très fréquents encore, c'est-à-dire des objets que jusque-là on récupérait, des tôles de voitures, des choses comme ça. Et c'est la raison pour laquelle la commune, et là aussi, et la commune de Saint-Martin a fait œuvre de pionnier, puisqu'elle a creusé à proximité du village une grande fosse, comme il y en avait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années en Suisse ou en Europe occidentale, une grande fosse dans laquelle on va jeter les poubelles, mais jusqu'à quand pourra-t-on se permettre de simplement les déverser ici, de les enfouir plus ou moins suivant le sens du vent, et ne faudra-t-il pas un jour une station d'épuration? D'une certaine manière, en apportant l'eau, messieurs, vous avez apporté toute une série de problèmes. Monsieur Balamont, qu'est-ce que vous voudriez dire là à ce propos? Ben oui, c'est les conséquences annexes par rapport à l'aménagement de l'eau. Hein. C'est vrai qu'il fallait épurer l'eau. C'est vrai que les Roumains ont pris conscience qu'il fallait la traiter, cette eau. Vraisemblablement, c'est ce qui va être fait. On a découvert qu'ils avaient déjà une ancienne fosse septique qui était utilisable, mais qui n'était pas en action. Donc, ça a été un plaisir pour nos ingénieurs de pouvoir découvrir ceci et quelque chose qui va être utilisé. Donc, c'est aussi de pouvoir donner confiance, et je crois que là, la démarche est excellente vis-à-vis de ce village, c'est que nous avons donné confiance à cette population de pouvoir faire quelque chose chez eux avec ce qu'ils ont, eux. Alors nous, notre apport, c'est l'ingénierie, ça a été l'argent, mais comme il a été dit tout à l'heure, on n'a payé que la moitié du tout. Donc l'État roumain s'est engagé pour une minorité hongroise, et ça, je pense, c'est une démarche démocratique qui est très intéressante, et c'est des autres conséquences. Maintenant, le traitement des ordures, effectivement, sera un problème, mais déjà de les collecter, de ne pas les laisser n'importe où et tout. Et puis, ils font des recherches, je crois qu'il y a un ministère de l'Environnement qui est aussi assez sérieux là-bas, et voilà. Et quelle est votre façon à vous, à Mérin, de restituer auprès des habitants de Mérin ce que vous avez appris sur le terrain, la découverte d'une autre société, le fait que vous vous engagez de cette manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des conférences publiques? Que faites-vous? Des conférences publiques, des informations régulières dans le journal Ensemble, le journal de l'association des habitants. Nous publions 3 ou 4 fois par an des articles qui tiennent compte, qui donnent un aperçu des événements récents. Ouais. Alex, on retourne un tout petit peu.
Oui, on va retourner parce que vous voulez. Oui, et puis ça nous permettra tout de même, vous évoquiez le fait que nous sommes dans une région de minorité hongroise. Il y a eu des problèmes tout de même entre la majorité roumaine et la minorité hongroise. On en reparlera tout à l'heure. C'est une région où les Hongrois sont majoritaires. C'est vrai. Juste dans le cœur de la Transylvanie, où les Roumains sont largement majoritaires, cette petite région où les Hongrois sont majoritaires et les Roumains minoritaires. C'est une caractéristique un peu étrange, mais quand même, c'est une... Quelle tension ça représente? C'est quand même pas une situation très facile, non? Oui, pas très facile, mais enfin, ce que je veux vous dire est que j'ai toujours eu le sentiment que les tensions et les problèmes sont surtout entre les gens politiques contre les gens de pays. Enfin, vous connaissez, de toute façon, je sais qu'Alex connaissait très bien les événements de Târgu Mureș. Il faut expliquer, c'est que il y a eu de vrais affrontements. Enfin, on a cru que c'était de vrais affrontements. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et en fait, c'était une provocation, c'était une incitation à la violence. Le premier moment, et jusqu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce n'était pas quelque chose de naturel, que tout ça a été organisé. Après tout, on a expliqué, et c'était clair que c'était vrai, que c'était un moyen d'avoir des arguments pour refaire les services secrets. Ça veut dire de refaire la sécurité un peu transformée, et modernisée et démocratisée. Mais j'en suis absolument convaincue que ce n'était pas seulement ça. Il y avait des forces pas seulement en Roumanie, des forces internationales, je crois, qui avaient l'intérêt d'inventer des choses pour empêcher la démocratisation de ce pays. C'est pas par hasard que il y avait dans un an ou en 2 ans, des guerres civiles à Nagorno-Karabakh, puis au sud de la République de Moldavie, puis cet essai manqué de guerre civile qui a été Târgu Mureș, parce que c'était manqué quand même jusqu'à fin, puis c'est la Yougoslavie qui a éclaté dans une tragédie. Eh bien, je crois que c'était des essais d'appuyer sur le bouton du nationalisme pour empêcher le développement le nouveau cours de l'Europe de l'Est. Je crois que c'est un mot que vous rappelez un peu tout au cours de toutes les émissions, mais je crois qu'il est fondamental. Si on laissait les gens du terrain s'entendre, ils s'entendraient très très bien. Dès qu'interviennent des éléments politiques ou des éléments extérieurs qui ont tout intérêt à ce que la situation se dégrade... Même des arguments très sensibles. Par exemple, quelques jours en avant de Târgu Mureș, je me trouvais à Budapest à une conférence internationale de Pen Club, l'Organisation mondiale des écrivains. Eh bien, là-bas, courait le faux bruit qu'à la frontière roumaine-hongroise, on empêche, les Roumains empêchent les livres et les journaux hongrois d'entrer en Roumanie. Moi, je suis arrivée en avion à Budapest. Alors, je n'ai pas vu la frontière. Mais en principe, je savais que, au contraire, la frontière était presque inexistante autour de Roumanie après la Révolution, d'une façon même exagérée, parce que, enfin, c'était beaucoup de complications. Oui. Eh bien, j'ai renoncé à mon billet d'avion. J'ai pris le train pour voir. Et il n'y avait rien. C'était clair que c'était quelque chose. Ce n'était pas fait spécialement par les Hongrois ou pour les Hongrois. Non, c'était en général. Ou, vous savez, le célèbre cas d'un personnage qui était tombé à la terre et des autres les battaient. Eh bien, on a médiatisé ce personnage comme un Hongrois battu par les Roumains, puis on a découvert que c'était un Roumain battu par les Hongrois. Mais quelqu'un voulait vraiment que les Hongrois et les Roumains entrent dans une guerre. Ça, c'est mon sentiment. Bien sûr. Ça, juste, on va terminer là-dessus. Vous, en particulier vous, qui êtes allé beaucoup sur le terrain, mais pour vous aussi, vous avez le sentiment qu'en même temps, vous avez une action très concrète avec des gens et qu'en même temps, il peut y avoir ces dimensions politiques qui peuvent freiner une action.
On les ressent de temps en temps, en particulier quand on discute avec le maire, puisqu'il est peut-être plus lié dans ses aspects politiques que d'autres personnes. C'est clair que les Magyars, en particulier les autorités politiques, ont beaucoup de contacts en Hongrie. Il y a eu des périodes où on a senti certaines tensions. Il y avait des tensions liées à l'école, à une volonté à un certain moment de scolariser en roumain, qui n'a pas abouti du tout, heureusement pour les Magyars. Il y avait des écoles en hongrois. Oui, tout à fait, mais il y a eu un moment où il y avait une volonté de passer un enseignement totalement en roumain, et donc, avec accessoirement, ils apprenaient aussi la langue hongroise. Non, ça n'a pas eu lieu. Attendez, mais ça a créé des tensions assez fortes à un certain moment. On va juste permettre, prenez votre micro si vous voulez intervenir, puis après, monsieur Baron. Allez-y. Oui, je voudrais simplement confirmer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la classe politique exagère les faits qui se passent sur place, et je faisais partie des premiers convois qui est allé là-bas au lendemain de la chute de Ceausescu, c'était en février 1990, et je dois dire que nous traversions la ville de Târgu Mureș, et à ce moment-là, il y avait justement les événements dont vous parlez, avec ces agressions qu'il y avait entre Roumains et entre Hongrois, et je peux vous dire qu'en traversant là-bas sur place, il ne se passait rien du tout, donc la ville était parfaitement calme. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur? Oui, justement, c'était dans les premières démarches que nous avons eues là-bas à Sint-Maarten, c'est de leur faire prendre conscience et leur montrer que c'était possible de travailler avec des autres minorités ou bien des majorités. Et une chose que j'aurais montré, c'est mon permis de conduire suisse, où nous avons les 3 langues qui sont. Pour eux, ça leur paraît quelque chose d'aberrant. Ils pensaient toujours qu'on devait se soumettre à une majorité. On leur a montré que les minorités pouvaient être aussi respectées. D'autre part, on a eu un ingénieur qui était notre démarcheur auprès de Bucarest pour les questions administratives, qui était un relais indispensable, donc M. Ionita, et cette personne était roumain et central. Et pour eux, au début, il a fallu prendre confiance en cette personne. Et ça s'est extrêmement bien passé. Maintenant, c'est un ami de Sint-Maarten, c'est un du pouvoir, enfin, du gouvernement, enfin, de Bucarest, mais c'est un Roumain qu'ils aiment, c'est un ami. Ils ont appris à se connaître et à se respecter, ce qui est formidable. C'est ce que disait Anna tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, on apprend à, par exemple, gérer un problème d'eau, mais on apprend à se connaître, on apprend le fonctionnement démocratique, on peut montrer, ça se passe comme ça chez nous et ça se passe comme ça chez vous. Il y a un enrichissement réciproque qui est important. Oui, juste il y a un point qui est important, on a vu tout à l'heure les images de la levée des ordures, de la vidange des fosses septiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, la Suisse a joué qu'un rôle financier, dans la mesure où elle a financé les investissements, le matériel utilisé, mais on ne s'est pas du tout préoccupé de savoir comment ils allaient l'organiser, et ils l'ont fait eux-mêmes, en fait, alors qu'au début du projet d'eau, ils n'en auraient probablement pas été capables. Donc là, ils ont vraiment appris, en fait, à se prendre en charge, et c'était peut-être le plus grand saut qu'ils devaient faire après la révolution roumaine. Alex. Oui, juste pour confirmer en 2 mots cela, c'est vrai que Ion Ionita est un personnage clé, on en reparlera tout à l'heure à propos, je pense, de l'orphelinat de Perișoru, mais c'est très important parce que quand des organisations, des associations humanitaires allaient sur place et qu'elles essayaient de s'ingérer dans la vie locale, c'était mal ressenti. Dès l'instant où le contrôleur des travaux est lui-même roumain, ça se passe beaucoup mieux, encore faut-il qu'il contrôle, mais celui-là contrôle vraiment très bien. Cela étant, je vous emmène, non, on va voir, c'était le dernier jour, vous vous apprêtiez à quitter, j'ai recueilli votre dernière impression, et ensuite je suis allé écouter de la musique et des chansons. Alors allons-y ensemble. Voilà, c'est là près de la mairie. Et on va vous regardez la table et vous vous tenez tranquille. Attends, là, on est apparemment en panne complète. Nous sommes apparemment en panne complète, ça arrive parfois. Bah, écoutez, j'espère bien que la régie va nous retrouver cette chanson parce que c'était vraiment très très beau. Non, c'était juste, c'était bien cela. Je crois que c'était ces 2 On y arrive, on va y arriver. Je suis sûr, il recule. Mais peut-être va-t-il nous revenir. Regardez, c'est beau. Ça fonctionne. Et c'était vous, Guy, au moment où vous vous apprêtiez à livrer votre dernier témoignage de cet antépénultième séjour en Roumanie. Menjen az erdőbe, keresse meg azt a bávát, kérdezze meg tőle. Nem látta-e a kedvesem ebben az erdőben? Két fáj a gyönge szívem, sejj meg
Voilà. Un au revoir avec nos excuses à Guy Reifer. C'est vrai qu'il disait qu'il se sentait à Sint-Maarten comme en famille, mais il nous l'avait dit aussi sur le plateau. On sentait qu'il avait un peu de peine à ou arriver en Roumanie ou à en repartir. Il y avait un problème là quand même. Aidé par notre technique en rien défaillante. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Bienvenue à Georges Holdener qui le disait tout à l'heure depuis le Rebribar suit tout ça depuis assez longtemps. Bienvenue à Christine Métraillé aussi qui représente la Croix-Rouge ici. Et on va parler d'une même type de choses, c'est-à-dire de collaboration où il y a à la fois une volonté commune et où il y a beaucoup d'argent, enfin toute proportion gardée. On va parler d'orphelinat, de l'orphelinat de Périchorou, mais si un certain nombre d'organisations se sont engagées dans la situation des orphelinats, c'est aussi parce que les premières images qui nous étaient arrivées étaient particulièrement inquiétantes. Rappelez-vous. Oui, ce sont ces images qui en fait avaient attiré l'attention. Celles-ci ne sont pas particulièrement brutales. Il y en avait beaucoup plus brutales tout de suite après l'arrivée des premières équipes de télévision en Roumanie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle un certain nombre de gens se sont engagés. On parlera demain d'ailleurs de l'engagement, je dirais, personnel, médical, etc. Mais d'abord, il y a eu là un engagement financier puisqu'on a trouvé des orphelinats en très mauvais état et qu'on a fait des choix. Le choix n'a pas été... Alex, je crois que Christine Métraillé peut en parler parce que vous êtes arrivé sur place, vous avez vu ces images-là. Oui, d'ailleurs, je suis très émue de voir ces images parce que ça me rappelle les premiers séjours, mes premières missions. Qu'est-ce qui vous avait frappé particulièrement? Parce que c'est vrai que l'image, elle a toujours un tout petit peu tendance à édulcorer les choses. Hein. Bon, moi, ce que j'avais trouvé dur, mais vraiment, en arrivant dans cet orphelinat, parce que je l'ai trouvé un petit peu par hasard, disons, mais vraiment, la Croix-Rouge cherchait un orphelinat qui soit situé dans une région pauvre, une des plus défavorisées, et puis un orphelinat où le personnel était partant pour nous aider à monter un projet. Et puis les premières images que j'ai vues, les impressions qui m'ont frappée, moi c'était la masse d'enfants dans cet orphelinat, dans des murs qui dégoulinaient d'humidité, des enfants comme on a vu un petit peu à l'image maintenant qui dormaient à deux par lit. Il y en avait combien, vous vous rappelez? Il y en avait à peu près 150. Ouais. Et certains dormaient à deux par lit. Les conditions matérielles, par exemple, toute la lessive, on a vu... Toute la lessive des enfants de l'orphelinat se faisait à la main par un personnel dans des chambres où il faisait froid, dans des baquets grands comme ça, profonds comme ça, avec peu d'eau. C'était vraiment dur. Alors vous allez vous lancer dans un projet qui est un projet d'importance. Vous n'allez pas simplement vous dire on va enlever quelques lits, refaire une ou deux pièces. C'est un projet majeur. Non, oui, c'est ça. Parce qu'au début, on s'est dit qu'on n'allait pas simplement... apporter un petit quelque chose qui améliore pendant quelques semaines la vie des enfants. Ce que la Croix-Rouge a souhaité, c'est vraiment apporter une contribution, mais à long terme. Et puis, dans une situation qui était particulièrement difficile. Mais c'était difficile au départ. Hein. C'est aussi une réflexion dans la mesure où les orphelinats étaient toujours de grandes entités, des grands immeubles la plupart du temps, même dans de petits villages, alors que là vous avez décidé de changer l'orientation, c'est-à-dire bien sûr de garder le bâtiment ancien, mais de créer des villas. Et en Roumanie, mais même en Suisse, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce luxe excessif, à quoi ça sert? Mais rappelez-vous, à l'inauguration, on se posait plus tout à fait ces questions, et on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Inauguration, c'était en 1994. Alors voilà d'abord ce qui avait été trouvé dans l'orphelinat de Périchorou. C'est quotidien, c'est habituel à peu près partout où ça l'était à ce moment-là. Depuis, c'est vrai que les situations se sont plutôt améliorées, mais vous voyez, beaucoup de lits, et dans chacun des lits, il y avait toujours de visiteurs. Et voici l'inauguration de 94. Bon, ça a été assez simple ce jour-là, on a coupé le ruban, et puis surtout on a découvert, et les visiteurs ont découvert ces villas qui n'étaient pas tout à fait terminées, mais qui allaient être prises de possession, j'allais dire, par les orphelins et par ceux qui se chargent d'eux. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Eh bien, je vais juste revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit. En fait, c'est pas nous qui avons proposé toutes ces unités familiales, toutes ces petites maisons. Quand je suis arrivée dans cet orphelinat,
Bon, évidemment, j'ai beaucoup discuté avec le directeur, avec le personnel, en leur demandant de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment? Et puis le directeur, à ce moment-là, il m'a dit, écoutez, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des tas de petites maisons où les enfants puissent retrouver un lien familial, avoir une sorte de climat plus affectueux. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, il y a un chemin à parcourir jusque-là. Et puis finalement, il y avait un tel désir de la part de ce directeur et du personnel que quand je suis rentrée à Genève, eh bien, j'ai contacté, enfin la Croix-Rouge a contacté une fondation, la fondation Pro Victimis. Et puis on lui a dit, ben voilà la situation. Mais ce qu'il faut préciser, parce que le choix des termes est important, tout à l'heure on disait villa, vous dites unité familiale. En fait c'est un projet pédagogique, hein. Vous vous dites c'est beaucoup mieux d'avoir des enfants par petits groupes qui ressemblent un peu à une famille que les avoir à raison de 150 ou 200 dans un grand bâtiment. C'est ça, c'est pas seulement la volonté d'un directeur qui dirait je préférerais des petites maisons. Ah non, c'était des réflexions vraiment bien profondes, oui. Et puis, le directeur disait que pendant longtemps, il y avait eu un régime politique qui avait incité à avoir des groupes, des masses. Tout était réglé en masse, c'était des décisions. Et ce que le directeur souhaitait et ce que le personnel souhaitait, c'était que les enfants puissent avoir un climat beaucoup plus familial. Bien sûr. Alors, vous dites, on appelle des unités familiales, des maisons. Peut-être qu'on devrait adopter ici ce que les enfants utilisent comme nom, ils appellent ça des villas. Voilà, alors peut-être on va garder. Alors je vous propose, puisque vous parlez des enfants, d'aller voir comment ils vivent, puisque là c'était l'inauguration, les villas où les unités familiales n'étaient pas encore occupées. Maintenant elles le sont, et il y a même du nouveau dont on parlera tout à l'heure, mais tout de suite avec quelques enfants, l'une des villas. Et voilà, donc on est à proximité de l'ancien bâtiment, qui continue d'ailleurs à faire son office. Et alors vous allez remarquer tout de suite la différence. La différence, c'est que, mais oui, on se déchausse en entrant, c'est-à-dire qu'on est si bien chez soi qu'on va éviter de salir. Et ça, c'était pas possible dans les lieux précédents. De la même manière, on va mettre une nappe, ça en étonne encore quelques-uns, mais pas vraiment. Et puis, regardez, tout ça est propre. Alors, on dit peut-être que c'est un luxe, mais en même temps, c'est vrai que ces enfants, quand ils vont sortir, ils vont essayer de répéter la même chose dans leur nouvelle vie. Christina, par exemple, elle a 13 ans, elle est née à Fetești et elle est venue ici en 93, donc juste avant l'inauguration, simplement parce que ses parents s'étaient séparés et que du coup, sa maman n'avait plus les moyens. Donc elle n'est pas vraiment orpheline. Il faut préciser qu'il n'y a pas beaucoup de vrais orphelins en Roumanie. Il y a beaucoup de gens d'enfants qui sont simplement laissés à abandon, comme cette petite turco-roumaine qui finalement a trouvé ses marques ici et qui s'y sent bien. Regardez, voilà quelques petits éléments de la vie quotidienne dans une des villas. On a vraiment l'impression d'être dans une famille et plus du tout l'impression d'être dans un orphelinat. C'est ça, et les enfants même s'approprient les lieux. Par exemple, une fois que j'avais rendu visite dans une des maisons, parce que maintenant les enfants font des invitations, donc ils invitent chez eux. Et j'étais entrée et j'avais oublié de m'essuyer les pieds. Eh bien, un des enfants m'a fait signe que je devais m'essuyer les pieds. Et je trouve ça vraiment remarquable parce que ça veut dire qu'ils s'approprient les lieux. Et puis, il y a des notions d'hygiène, de propreté qui sont encouragées. Alors là, on voit encore dans une des chambres, les enfants ou les adolescents sont à deux dans les chambres. Et puis alors, il y a du nouveau, c'est-à-dire que vous avez quand même un petit peu, dans la dernière partie du projet, abandonné les villas totalement indépendantes. Oui. Vous en avez fait se rejoindre. Voilà, là, on quitte une des villas inaugurées il y a 5 ans. Et puis avec Ion Ionica, qui est là-bas en compagnie du directeur, et ben ma foi, on va entrer dans les nouvelles unités, celles qui viennent d'être inaugurées maintenant. Et vous voyez que ce sont plus tout à fait des villas, ce sont des habitations semi-collectives. Pourquoi? Parce qu'il y a en même temps la vie de famille, mais aussi des espaces plus grands qui, à mon avis, vont empêcher les enfants de se retirer sur eux-mêmes. Ça va quand même les obliger à se retrouver parfois en assez grand nombre pour apprendre la vie en collectivité. Oui. Voilà, ces lieux, c'est beau. Je crois qu'Anna voulait dire quelque chose. Oui, j'aimerais mettre un petit accent politique, si on peut dire comme ça, sur cette histoire d'orphelinat. Il y avait entre la dictature de Ceausescu et l'histoire des orphelinats roumains et même de l'histoire des enfants handicapés de Roumanie qui a fait recette après la révolution dans les télévisions. Il y avait 2 étranges liaisons.
La première était que beaucoup de ces enfants sont arrivés dans les orphelinats pas parce que leurs parents étaient morts, mais parce que leurs parents, leur mère était obligée de le mettre. Parce que, comme vous savez, dans les dernières années de la dictature, les femmes roumaines étaient obligées de faire au moins 4 enfants. Et dans la dernière année, même ce numéro, cette chiffre a été aboli et elle était obligée de faire jusqu'à l'âge où elle était capable d'accoucher, de faire des enfants. Et bien, dans ces conditions et dans les conditions de misère, parfois les enfants arrivaient dans les orphelinats. L'autre liaison est encore plus étrange. Dans les dernières 10 années de la dictature, la sécurité prenait des enfants des orphelinats pour les transformer dans des soldats, dans des officiers de la dictature. Pour moi, comme écrivain surtout, c'est quelque chose absolument terrible parce que comme ça, il utilisait enfin une manque de chance naturelle qui Dieu a fait comme ça, il les transformait dans une haine de nature politique parce que ces enfants n'étaient pas heureux et ils se vengeaient contre les autres qu'ils croyaient qu'ils sont plus heureux et il avait des moyens politiques à leur disposition. Merci Anna, on va y revenir demain d'ailleurs, puisque demain on reparlera de toute cette situation des enfants orphelins. Moi je pense que pour conclure quand même, monsieur, on a remarqué aujourd'hui, il y a une chose qui est assez frappante, c'est que les projets qui sont mis en place en Roumanie, que ce soit les orphelinats, que ce soit les projets présentés les jours précédents ou aujourd'hui, sont des projets qui supposent un sérieux et supposent une collaboration entre des ingénieurs d'ici, mais des ingénieurs de là-bas aussi, non ? Alors oui, effectivement, je crois qu'à partir du moment où on a dépassé ce principe de ces contacts humanitaires et humains, disons, que vous avez évoqués jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où vous envisagez de vous lancer dans des projets fondamentaux, que ce soit la construction d'orphelinats, que ce soit la construction d'un pont, l'équipement en gaz méthane, route ou bien l'équipement d'eau. Au demeurant, nous avons effectivement collaboré étroitement avec toute l'équipe de Sint Maarten que vous avez consulté tout à l'heure. Effectivement, il faut impérativement avoir une structure professionnelle. Alors qu'est-ce que vous avez comme structure professionnelle ? Alors le premier élément, c'est surtout la confiance. Il faut impérativement que nous trouvions là-bas sur place, ça a été évoqué à plusieurs reprises, même par vos prédécesseurs qui ont été consultés, c'est qu'il faut trouver un partenaire de confiance. Je suis très content de voir que même Alex Descotes ait reconnu en M. Ionionitsa ce partenaire. Et c'est ça, c'est une toute petite structure. Alors confiance, mais professionnalisme aussi. Professionnalisme, alors bien entendu. Et puis ce qu'il y a, c'est que nous nous encadrons aussi avec des professionnels. Donc je dirais le 95% de tout ce qui se conçoit, ce qui se crée directement avec des infrastructures roumaines, par des Roumains, par des bureaux roumains, mais qui sont coordonnés ici. Nous avons parlé tout à l'heure pour être peut-être le prolongement de Périchorou. La première partie, donc cette partie que vous appelez villa, mais en fait sur le plan technique, on a appelé ceci plutôt pavillonnaire. Les choses assez intéressantes, c'est que localement, ils appellent ceci pavillon de coéducation. C'est pour pouvoir vous montrer que le fait qu'on vienne s'essuyer aussi les pieds, etc., la structure architecturale, l'échelle des bâtiments, en fait, contribuent largement à l'éducation proprement dite. Alors, la première partie a été faite par l'architecte du corps suisse d'aide en cas de catastrophe. Et puis, par la suite, nous avons été contactés par la Croix-Rouge genevoise pour pouvoir faire la suite. Et pour quelles raisons vous avez vu cette évolution entre ce système pavillonnaire villa et ce système en ordre contigu, c'est qu'il y avait bien entendu des problèmes financiers et il y avait donc à partir du moment où sous le même toit vous arrivez par des maisons en ordre contigu à régler des problèmes d'isolation thermique, et que vous arrivez effectivement à avoir des volumes qui soient plus spacieux, qui vous permettent d'avoir peut-être davantage de personnes, eh bien c'était le but, tout ceci en améliorant l'isolation thermique et surtout en offrant un peu plus d'espace et surtout en baissant les coûts. Et puis important, toutes ces discussions se font entre partenaires.
Il n'y a pas quelqu'un qui décide de l'extérieur, moi j'ai de l'argent, moi j'ai de la technique, donc moi je vous propose de faire ça. Alors ça, c'est absolument indispensable. Je dirais que vous ne pouvez pas vous imposer là-bas sur place. Si vous voulez faire des choses fondamentales, il faut reconnaître les lois, il faut avoir des gens de confiance là-bas sur place, et vous êtes obligé de suivre un cheminement qui est absolument... Merci monsieur. On peut préciser que justement à ce propos, Meyrin, à partir d'aujourd'hui, il y a une semaine solidaire. C'est une semaine au cours de laquelle ils vont réfléchir, continuer à s'informer sur les questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Que ce soir, eh bien, il y a un débat autour du rôle d'une commune dans la coopération. On est dans le droit fil de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Rendez-vous si vous le souhaitez à Forum Meyrin. C'est à partir de 20h30. Merci madame, merci messieurs. Et Alex, vous nous rappelez demain où nous nous rendons? Eh bien, demain, nous repartirons de Péricheroux, mais nous oublierons un petit peu l'architecture. Nous partirons avec les enfants. Ils ont passé des vacances avec d'autres adolescents de Suisse, de France, de Belgique. On va raconter ça et on va voir un petit peu quel peut être aujourd'hui l'avenir des enfants et des orphelins, car qu'on le veuille ou non, il y a presque autant d'enfants abandonnés aujourd'hui qu'il y en avait au temps de la dictature. Il faudra essayer de comprendre pourquoi, mais ça sera demain. Merci et merci à vous, Ada.